Salut Andy, bienvenue dans le podcast. Je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui. Tu fais partie des tout premiers invités parce que tu as un parcours super inspirant et j'ai envie qu'on en parle. Est-ce que tu peux déjà commencer, Andy, par nous dire où tu en es aujourd'hui? Parce que tu as une carrière, si je ne me trompe pas, de 20 ans dans le fitness, c'est ça? Ouais, ça date un peu, ouais. Ouais, ouais. C'est quand même Salut tout le monde. Ouais. c'est cool, c'est quand même la classe. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je sais que tu as plusieurs casquettes. Où est-ce que tu en es? Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Mon prénom, c'est Andy. Effectivement, moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le fitness. Aujourd'hui, où j'en suis, j'ai un centre d'entraînement, un centre de coaching sur Dijon, en France. Donc, Dijon, ça se situe entre Paris et Lyon. Donc, j'ai ce centre de coaching qui est affilié aussi également CrossFit depuis. Alors, j'ai ouvert le centre en septembre 2012. Donc, je vais fêter les 10 ans. Et également, mon deuxième, on va dire, business, j'accompagne des entrepreneurs, des coachs ou des propriétaires de studios, de box à développer leur business. Donc, aujourd'hui, c'est mes, on va dire, c'est mes deux jobs. Je fais autre chose. Je commence à faire d'autres projets, on va dire, plus dans l'immobilier, la bourse, la crypto. Mais voilà, ça, on va dire, c'est les extras. Ok, ça c'est à côté. Et tu fais ça pour toi ou c'est vraiment des business que tu lances dans ce domaine-là? C'est pour moi, ouais, ouais, c'est pour moi. Ouais, ouais, tout à Ok, fait. ok, Mm, ok, ça marche. Alors, tu parles de centre de fitness, ça m'intéresse. Je sais qu'il n'y a pas que le CrossFit, mais qu'il y a aussi le CrossFit. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Au niveau de mon centre, Ouais, ouais. Euh, alors, moi, je suis issu de l'école en fait des clubs de fitness traditionnels parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu mon brevet d'état, un diplôme français donc dans les années 2000. Donc, le premier univers que j'ai découvert, c'était les clubs de fitness généralistes, les Globo Gym, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Et de par mon parcours et notamment par rapport au fait d'avoir fait pas mal de formations à l'étranger et d'avoir été aussi également formateur, j'ai découvert en fait ce qu'on appelait à l'époque, enfin ce qu'on appelle toujours l'entraînement fonctionnel, le functional training. Et c'est là où en fait j'ai vu une nouvelle façon d'entraîner les gens, une nouvelle compréhension aussi de comment fonctionne l'être humain. Et à partir de là, du coup, je me suis dit, OK, j'ai appris beaucoup de choses dans l'univers du fitness classique. Moi, l'école, en fait, qui me préparait, on va dire, à tout ce qui est entraînement type bodybuilding ou des choses très analytiques ou un peu de la prépa physique. Mais voilà, tout cet univers d'entraînement fonctionnel et tout, c'était vraiment nouveau. Et de fil en aiguille, voilà, quand tu commences à t'intéresser, c'était quoi en 2006, 2000, ouais, 2006, 2007, quand tu commences à t'intéresser au functional training, à un moment donné, tu tombes sur Internet. Je suis tombé sur le CrossFit et voilà, de fil en aiguille, j'ai voulu apprendre, j'ai voulu comprendre. Et puis, moi, comme je suis quelqu'un de passionné, voilà, j'ai été au fond des choses et je trouvais ça intéressant, du coup, la philosophie. Et quand j'ai démarré en 2012, on n'était pas affilié CrossFit et c'est, je ne sais pas, 1 an et demi ou 2 ans après, on a eu l'affiliation. Et donc, moi, j'aime cet univers, enfin, l'univers de l'entraînement fonctionnel du CrossFit, c'est ce qui me parle. Mais je veux que mon centre, en fait, soit bien plus qu'un centre de sport parce que je me suis aperçu depuis que j'entraîne les gens, du coup, c'est que, OK, la partie sportive, c'est une chose, mais j'octroyais énormément d'autres choses qui faisaient que les gens s'entraînaient bien. Je pense qu'on faisait des bonnes séances, ou en one-to-one ou en groupe, on faisait des bonnes séances. Néanmoins, quand on faisait le feedback, il y avait des résultats, mais je trouvais que les résultats n'étaient pas assez importants du fait de l'investissement des gens. Et du coup, voilà, c'est là où on a rajouté le pilier nutritionnel qui est pour moi, oui, un des piliers les plus importants, si ce n'est le premier. Et après, on a rajouté autre chose, tout le système lié au stress, au sommeil, aux hormones, etc., quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup aujourd'hui et c'est ce que je pense enseigner de plus en plus. C'est ce que j'appelle en fait le futur du coaching, ce que j'appelle le coaching holistique, le coaching à 360, où ce qui est important, si on prend que le sport sur une personne, on peut changer quelque chose, mais je dirais qu'il faut voir bien au-delà. Donc, c'est vraiment ce rôle d'accompagnant, je trouve, qui est important aujourd'hui dans notre métier. je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, dans ton centre, ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire des WOD, je vais dire traditionnels.
Et si je veux des services extra, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est quelque chose que tu offres dans l'abonnement ou est-ce que c'est systématiquement en coaching personnel? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, alors je teste pas mal de choses parce que c'est aussi mon centre, c'est aussi un laboratoire. Et du coup, avant de proposer du coup maintenant quelque chose à quelqu'un, j'essaye de savoir qui il est, quoi. Mais réellement savoir qui il est et lui proposer de ma vision en fait de professionnel, qu'est-ce qui serait le mieux pour lui, en octroyant bien sûr le prix parce que c'est toujours un truc qui revient à chaque fois. Donc je pars du principe dans ma tête que je vais essayer de lui donner le meilleur plan d'action. Si j'étais à sa place, voilà ce que je mettrais en place. Et à partir de là, je lui explose le plan d'action. Et puis forcément, par rapport au budget et par rapport à ce qu'il peut faire aussi, on essaye de voir la meilleure solution pour lui, quoi. Donc, à partir de là, ça peut être, je peux lui proposer du coaching personnalisé, je peux lui proposer de la nutrition, je peux lui proposer du groupe, je peux lui proposer un accompagnement à l'extérieur de chez nous sur la partie online. Enfin bref, après, je dirais qu'on est… c'est simplement notre imagination et la capacité qu'on a à apporter des résultats aux gens, quoi. Du coup, ça veut dire que tu vas screener, on va dire, chaque personne qui arrive dans ta salle avant qu'elle démarre? Ouais, ça c'est c'est l'objectif en soi. Alors, je t'avouerai que je l'ai pas fait au début parce que quand j'ai démarré, j'étais tout seul et tout. Donc il a fallu, ouais. on y va étape par étape. Mais quand tu commences à avoir une équipe, quand tu commences aussi à avoir, j'ai aussi évolué, hein, j'évolue tout le temps. Et donc l'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi elle est là et comment je pourrais faire moi en tant que professionnel pour lui apporter en fait le meilleur plan d'action possible. C'est vraiment très, très cool. Donc ça veut dire que tu as formé des coachs qui sont ton relais dans la salle. Tu ne peux pas tout faire, j'imagine. Je ne peux pas tout faire, effectivement. Ouais. Donc, l'idée, oui, c'est de pouvoir emmener mon équipe dans cette vision-là, quoi. C'est génial. C'est génial. Cette vision à 360, je la trouve vraiment, vraiment exceptionnelle, particulièrement parce que tu me dis que tu vas dans le sport, dans la nutrition, mais ça, c'est un petit peu couru d'avance, on va dire, mais tu vas au-delà, tu vas avec le sommeil, tu vas avec le mindset, tu vas avec la gestion du stress, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta salle pour ça? Est-ce que ce sont des coachs, des préparateurs mentaux? C'est quoi sans vendre ta recette, évidemment, mais comment est-ce que tu fonctionnes? L'idée, je pense que c'est déjà beaucoup d'éducation. Il faut éduquer. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, tu vois, dans le coaching, je me souviens au tout début, c'était donc après, donc vers 2004-2005, où j'ai commencé à essayer, entre guillemets, d'être coach et de vendre des accompagnements de coaching. À l'époque, le coaching, c'était compliqué parce que ça arrivait juste sur le marché francophone, c'était réservé aux stars. Donc, il y a toujours une phase d'éducation, si tu veux. Ouais. À partir de là, quand les gens, si tu veux, rentrent dans un centre ou dans une salle, parce que les gens, quand ils nous téléphonent ou autre, ils croient qu'on est une salle de fitness, tu vois. Même si, ça commence à… Le CrossFit, c'est un peu plus implanté. L'entraînement fonctionnel, c'est un peu plus implanté. Mais voilà, somme toute, ce qu'il faut comprendre, c'est que monsieur, madame, tout le monde n'a pas la même connaissance que nous. Donc, je pense que déjà, il y a un gros travail, du coup, d'éducation. Et du coup, plus on sera nombreux à avoir cette vision-là, plus forcément au fur et à mesure. Donc, quand ils rentrent dans l'écosystème, si tu veux, eux, ils ont dans leur tête, je veux faire du sport, quoi. Donc là, il va falloir leur dire que, OK, le sport, c'est intéressant, mais d'après moi, mon expérience et tout, peut-être que ce serait peut-être intéressant de s'intéresser à la nutrition aussi par rapport à un objectif précis. Et c'est peut-être pas tout au début où je vais leur dire, il faut que tu fasses ça, mais ça va peut-être être au début, ils vont rentrer dans mon processus avec le sport, et puis peut-être après 90 jours, 90 jours, ils vont se dire, ah ouais, tiens, Andy m'avait dit la nutrition, c'est peut-être intéressant. Et quand ils commencent à rentrer dans la nutrition, ils vont faire ce processus, puis ils vont dire, ah ouais, mais le sommeil, je dors pas super bien, il y a peut-être des choses à faire. Et en fait, ça se fait comme ça, en fait. Ouais. Et je pense que ça se fait, les gens, en fait, c'est une relation de confiance. Et plus les gens vont avoir des résultats, plus la confiance, elle va se renforcer. Et à partir de là, elle va se dire, ouais, il n'est pas là pour me vendre encore un nouveau truc. Non, il est là réellement pour m'aider, quoi, tu vois. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est ça qui est difficile, quoi, en soi. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec le fait que le sport est une excellente porte d'entrée et je pense que le CrossFit encore plus,
parce que tu coaches les gens, tu es avec eux beaucoup plus que dans une salle de fitness traditionnelle. Et du coup, ça te donne plus d'opportunités d'avoir des ports d'entrée, d'avoir des discussions avec eux, d'avoir ah, ok, tu es fatigué aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu sais, j'ai mal bouffé, machin, du coup, j'ai mal au ventre. Tu vois, toutes ces portes d'entrée-là, elles sont passionnantes. Et dans l'ordre en général, c'est vrai que c'est sport, puis nutrition, puis le reste qui vient. Et si moi, je viens chez toi et qu'à un moment donné, je me dis, bon, voilà, Andy, je suis stressé, je suis anxieux, j'ai déjà agi sur mon sport et ma bouffe. C'est quoi maintenant? C'est un coach qui va me prendre en charge? C'est vraiment, tu as des gens qui sont spécialisés là-dedans ou c'est un peu Ouais. un canevas, on va dire, Non, tout non, fait, il tout y a une fait? personne qui est spécialisée Ok, dans ce sujet-là, en sachant qu'après, on essaye aussi de mettre en place des choses, que ce soit à travers les médias sociaux, que ce soit à travers aussi on va dire des outils dans le club, c'est-à-dire type des conférences, on peut faire des webinaires aussi, des webconférences, des contenus, des livres blancs. Après, je te dis, voilà, c'est susciter la curiosité et à partir de là, bah, voilà, une fois qu'on a ouvert une porte, bah, les gens vont commencer à s'intéresser à tout ça. Et puis, au fur et à mesure, tu vois, ça peut être des questionnaires, les quiz, ça fonctionne bien aussi. On fait pas ouais. mal de petits quiz. Et à partir de là, ils se rendent compte, ah ouais, ok, bon, il faut peut-être que je fasse quelque chose, quoi. Donc, ça se fait pas, c'est pas de l'immédiateté, mais on construit les choses, quoi. On construit les choses. C'est Parce que hyper cool. dans un univers idéal, oui, effectivement, il faudrait que tout le monde soit accompagné dans plusieurs sphères de sa vie pour que ça fonctionne mieux. On est tout à fait d'accord. Après, voilà, entre l'idéal et ce qui se fait sur le terrain, je pense que c'est c'est nous, hein, c'est notre rôle à nous de C'est prêcher, entre ça. guillemets, la bonne parole, quoi. Je suis exactement d'accord avec le fait qu'il y a quand même un truc qui est top, c'est que si je vais dans une salle de CrossFit où il y a que du CrossFit ou si je vais dans une salle de muscu où il y a que de la muscu, j'ai de toute façon pas l'opportunité d'aller explorer. Toi, au moins, tu crées l'environnement pour, tu vois. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui est très, très fort. Si on peut donner ces portes ouvertes aux gens, après, à eux de les enfoncer ou pas, mais au moins, elles sont là. Et ça, je trouve que c'est quand même, voilà, c'est quand même assez fort. Du coup, ça, c'est vraiment la partie centre de fitness. Et tu accompagnes aussi des entrepreneurs et des coachs propriétaires de salles ou coachs auto-entrepreneurs, etc. Je sais que ça, c'est online. Tu dirais qu'à l'heure actuelle, entre les deux, quel est le pourcentage de temps et également le pourcentage de revenus entre les deux pour toi personnellement? Euh, sur la partie, je dirais que c'est 70 sur la partie, on va dire, business professionnel et 30% sur la partie, du coup, centre de coaching en termes de répartition de temps de travail. Ok. Donc 70 et 30% pour le club. Mhm. Et c'est à peu près la même chose pour la partie revenu, quoi. Ok, ok. Donc, on va dire que c'est 70 online en termes de temps et de revenus et 30% vraiment sur le centre de fitness à proprement parler, quoi. Ouais. Aujourd'hui, moi, mon objectif à travers le centre, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, c'est un laboratoire, c'est une phase Mm. de test. Et aujourd'hui, je fais plus énormément d'opérationnel, même si je fais encore des coachings parce que déjà, j'aime ça et j'ai envie de toujours rester dans le milieu. Mais aujourd'hui, voilà, mon objectif à moi, c'est de réfléchir à la stratégie, au Mm. développement, Mm. donc me concentrer beaucoup plus sur ça. Mm. Et de l'autre côté, du coup, bah voilà, sur tout ce qui est formation, donc c'est soit des accompagnements, comme tu disais, online. Et puis, bah, avec ce qu'on a vécu du coup avec la Covid, c'est vrai que j'ai été obligé de pivoter aussi au niveau de mon business et de faire beaucoup de online parce que je pouvais plus faire de présentiel, des immersions, des masterminds comme je pouvais faire avant le Covid. Mais l'idée, c'est de reprendre aussi quelques événements en physique parce que ça, c'est des choses aussi qui me plaisent énormément. Oui, c'est ça. Je sais que tu organisais beaucoup de week-ends avec des coachs, avec des entrepreneurs, etc., où vraiment Ouais. tu vas, si j'ai bien compris, tu vas vraiment creuser dans le business des gens ou dans leurs projets et établir un plan d'action exact. Si j'ai bien compris, c'est ça que tu fais? Exactement. Mais en fait, je reproduis, je leur dis tout simplement, je reproduis pour moi, que tu sois coach dans le sport ou coach dans le business ou coach, je pense, dans n'importe quel type de domaine.
l'idée, c'est vraiment, tu vois, de comprendre, quoi. Comprendre, toi, Jacques, ton business, et à partir de là, où est-ce qu'elles sont les problématiques. Et à partir de là, moi, si je peux t'aider, si j'ai un plan d'action, je vais t'exposer mon plan d'action et puis on va le mettre en place, quoi. Moi, je suis un catalyseur, je suis là pour t'apporter en fait une autre vision des choses, tu vois, un peu comme un coach aussi. Les gens peuvent s'entraîner tout seuls, toi, tu leur apportes un autre écosystème, ton expérience forcément, et surtout aussi un plan d'action parce que les gens ont besoin, même si c'est leur propre business, ils ont besoin aussi d'avoir, tu vois, des deadlines, d'avoir ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, de rendre des comptes, tu vois, la responsabilisation, et on l'a bien vu avec la Covid et tout, c'est hyper important. Et c'est la même chose. Moi aussi, hein, j'ai quelqu'un, je prends des coachs pour mon business et tout, parce que moi aussi, à titre perso, on est seul dans son business. Et donc, moi, là, je n'ai pas aujourd'hui d'associé sur ces deux business-là. Donc, j'ai aussi besoin d'être drivé parce que voilà, des fois, tu tergiverses, tu réfléchis, ça ne se passe pas bien. Donc, moi, en tout cas, j'ai besoin et j'ai senti assez rapidement que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider dans tout ça depuis très longtemps. C'est très bien et je pense que ça, c'est un truc qui est très sous-estimé. Moi aussi, je me fais encore coacher très régulièrement et je pense que c'est quelque chose, je ne veux pas sonner péjoratif, mais j'ai l'impression que quand on est coach débutant, on se rend compte qu'on a besoin de gens et quand on est coach intermédiaire, on a l'impression qu'on peut tout faire tout seul. Et en fait, c'est quand on veut passer un cap où on se dit « Ah ben non, en fait, j'ai toujours besoin d'être coaché. » Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce gap entre les deux. Il y a vraiment les coachs débutants et il y a vraiment les coachs très avancés qui se font encore aider, tu vois ce que je veux dire? Et qu'au milieu, il y a un peu rien. Et si c'est un truc qu'on peut poser dans ce podcast, continuez à vous faire coacher. Coacher en technique, coacher en nutrition, coacher en mindset, coacher en business. Continuez à vous former, ça semble évident, mais continuez aussi à vous faire coacher. Et si vous devez mettre le prix pour avoir un coach personnel, faites-le. Parce qu'à un moment donné, trouver des coachs qui ont plus d'expérience que vous et qui peuvent vraiment, comme tu le disais, prendre du recul sur votre business, sur votre nutrition, sur votre sport, etc. et vous amener des clés, ce n'est pas évident à partir d'un certain niveau et il faudra mettre le prix. C'est le jeu. Parce que toi, Andy, tu ne travailles pas au même tarif maintenant qu'il y a 15 ans et c'est normal parce que tu as une autre expérience, tu as un métier, etc. Et le coach que toi, tu prends, j'imagine qu'il te coûte aussi beaucoup plus cher qu'un simple personal trainer dans une salle. C'est le jeu. Mais par contre, je suis aussi convaincu que ça t'a aidé à franchir certains caps. Mais c'est une évidence. Une évidence. Et moi, je l'ai compris à l'époque dans le sens où j'adore lire et j'adore écouter les podcasts. Et c'est vrai que tu écoutes un sportif de haut niveau, que tu écoutes un entrepreneur qui a eu du succès, il a toujours, à un moment donné, pourquoi aujourd'hui un sportif de haut niveau, je prends toujours cet exemple parce que c'est frappant pour les coachs, ça leur parle, mais pourquoi tous les sportifs de haut niveau, alors que ce sont les stars, les meilleurs au monde, ils ont tout un tas de coachs avec eux. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, ils savent très bien que voilà, ils doivent gagner. Bah oui, mais ça leur empêche pas qu'ils ont toujours des coachs pour à un moment donné pour les remettre entre guillemets dans le droit chemin, quoi. Donc à partir de là, j'estime que moi je suis entre guillemets personne et que j'ai besoin d'avancer et d'être accompagné, quoi. Et souvent je pense que l'objection, c'est de se dire, si je prends quelqu'un, tu vois, le fait de prendre quelqu'un, de prendre un coach ou d'être accompagné, c'est en fait, je suis nul parce que je le fais pas seul, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de se prouver qu'on peut faire les choses seul. Je suis entièrement d'accord. Tu vois, c'est pas au même titre que parler d'argent, c'est pas mal. Au même titre que d'avoir un coach et tout, il n'y a rien de dénigrant à avoir des gens qui sont là où toi tu aimerais aller et qui vont simplement te donner des raccourcis, quoi. Tu vois, c'est quand même cool, quoi. Tu te sers de leur expérience, des erreurs qu'ils ont pu faire. C'est clair. Tu gagnes du temps. Beaucoup. Oui. Tu gagnes de l'argent aussi parce que forcément, tu investis de l'argent, mais après, quand tu as un business, tu vois plus l'argent, tu vois l'argent d'une autre façon, quoi. Donc, à partir de là, forcément, tu en gagnes. C'est un investissement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, pour prolonger un petit peu ta levée d'objection, il faut aussi penser que les gens que vous allez contacter peuvent être plus avancés que vous dans d'autres domaines. Vous n'allez pas hésiter à aller chez
un endocrinologue si vous avez tel problème hormonal, par exemple. Okay, il faut le voir comme ça avec les coachs. Moi, je veux dire, je suis bien plus avancé dans ma capacité à coacher un WOD ou un personal training qu'à gérer un business. Du coup, je ne vais pas hésiter à me faire coacher encore plus dans le business. Mais même là où je suis déjà bon, entre guillemets, je vais pouvoir me faire aider. Mais pensez aussi qu'il y a des gens qui sont bien plus spécialisés à certains endroits. Par exemple, Andy, tu as beaucoup plus d'expérience que moi dans la gestion des business. C'est quelque chose que tu fais depuis plus longtemps. Ton centre, il est ouvert depuis 2012. Donc, c'est quelque chose sur lequel moi, je pourrais te demander de l'aide, par exemple. Après, moi, je me suis spécialisé dans le fait de pouvoir vraiment combiner, par exemple, les principes Strong Fit avec les principes CrossFit. C'est quelque chose dans lequel je suis vraiment en train de devenir expert. Bah, tu n'aurais pas de problème à me poser des questions ou à me demander des trucs là-dessus, tu vois. Et cette humilité-là, elle est très importante parce qu'en fait, avec 10 cerveaux, on est juste beaucoup plus intelligent que tout seul, les gars. Mmh. Et oui. Et du coup, ça m'amène à une question qui est très importante pour moi dans ces podcasts. C'est, tu vois, tu nous expliques que des coachs t'ont aidé à franchir des caps, etc. Mais c'est peut-être pas là-dedans que tu vas me répondre. Mais ça a été quoi, selon toi, dans ces 20 ans de carrière, ton plus grand challenge ou ta plus grosse difficulté, ton plus gros plateau, le truc où tu dis, voilà, ça a été le truc à franchir. J'y suis arrivé. On va en parler après sur comment y arriver. Bah, je pense que ça a été tout simplement en 2012 d'ouvrir mon centre parce que si on fait le feedback juste avant, moi j'ai travaillé, donc je disais, dans les clubs de fitness et j'ai été manager de club dans plusieurs clubs. Et le dernier en l'occurrence qui était sur Dijon, qui était le meilleur de la région, on était dans un centre commercial et ils ont rasé en fait une partie de la partie commerciale pour reconstruire quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus neuf. Et donc, du coup, bah nous, on était dans la mauvaise partie du centre commercial et le club a été rasé. Donc, on était en licenciement économique et tout. Et je me souviens qu'à cette époque-là, eh bien, j'avais deux choix. C'était soit je profitais, entre guillemets, de mes 2 années sabbatiques, entre guillemets, parce que voilà, c'était plutôt cool. Bon, voilà. Et je me dis, bah, tiens, comme j'ai bien bourlingué depuis pas mal d'années, je vais prendre un petit peu de temps. Et en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris. 3 mois après, je montais le centre. Mais il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à ça parce que j'avais une vie, j'étais manager, donc j'étais salarié, cadre. Je faisais, en dehors de ces heures-là, je faisais du coaching individuel, je faisais de la formation, je gagnais très bien ma vie, c'était vraiment cool. Et en fait, je me dis, est-ce que, même si au fond de moi, j'avais toujours cette envie de vouloir construire quelque chose, ça a été pour moi ce passage-là de vraiment sauter, même si j'avais testé un petit peu l'indépendance. Bon, j'avais toujours ce job de salarié. Enfin, donc ça a été pour moi on va dire au niveau mindset, ça a été le plus difficile, la décision la plus difficile à prendre. Une fois que tu l'as prise, bah en fait, après tu y vas, quoi, tu te lances. Et selon toi, qu'est-ce qui a été le déclic, qu'est-ce qui a été le levier, le truc où tu t'es dit, OK, ça, il faut que je le fasse, mais non seulement je pense qu'il faut que je le fasse, mais je vais mettre les moyens, quoi, parce qu'il a fallu probablement aller démarcher des banques, trouver un endroit, acheter du matériel, peut-être engager des gens, etc., etc., etc. Toute cette démarche-là, qu'est-ce qui a été le moment où tu as dit, OK, go, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, entre guillemets? Déjà me prouver, moi personnellement, c'était vraiment un but personnel, me prouver que j'étais capable de. Et la deuxième aussi, c'est que je commençais du coup à cette période-là, en 2012, à accompagner des amis coachs dans le développement. Mais pour l'instant, il y avait, tu vois, ce deuxième job où je parlais de business ou autre, elle n'était pas encore du tout présente. Et elle est venue du coup du fait d'amis qui me posaient des questions de comment faire pour développer, etc., etc. Et je m'étais dit à l'époque que si je voulais être crédible, et ça me paraissait logique, en fait, je ne pouvais pas parler de monter un centre de coaching ou de parler vraiment d'entrepreneuriat si moi, je n'étais pas entrepreneur, tu vois. Je suis d'accord. Et donc, j'avais besoin aussi,
me le prouver à moi, mais de prouver aussi aux autres que ça pouvait fonctionner, quoi. Et aujourd'hui, quand je parle avec toi ou quand je parle avec d'autres de business, de merde avec les loyers, avec l'électricité, avec tous les problèmes, de laver les toilettes, bref, tout ça, tu vois, je l'ai vécu, je le vis. Et en fait, cette expérience-là, elle est hyper puissante aujourd'hui quand je rencontre d'autres professionnels parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Je disais tout à l'heure que c'était mon laboratoire. Voilà, toutes les difficultés et les problèmes que rencontre chacune des personnes que je vois, entre guillemets, je les ai eus, quoi, tu vois. Donc, Oui, c'est pour moi, clair, c'était c'est plus clair. simple. Oui, comme on dit, c'est plus facile de montrer la voie une fois que toi, tu as fait le chemin, quoi. Et on en est vraiment là. Exactement. Et alors, du coup, tu vas peut-être me répondre par rapport à ça, mais selon toi, maintenant, 20 ans après ton départ, c'est quoi ton plus grand succès, ta plus grande réussite personnelle dans ta carrière? Succès. C'est Hmm. un bien grand mot, succès. C'est dur, ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, je pense que j'ai pas touché au succès parce que je suis quelqu'un qui, en, qui continue en fait à apprendre un peu comme il y a 20 ans. Et je pense que je me réjouis beaucoup plus du parcours sinueux, hein, parce que là, on, on n'a pas parlé, mais pour moi, la vie d'entrepreneur ou d'indépendant, elle est faite de haut et de bas. Et, euh, et en fait, je prends beaucoup plus de plaisir à accepter en fait la route dans Hmm. laquelle je vais que en fait me dire ça, ce sera mon point final. Parce que j'ai peur de me dire que si ça, c'est mon point final, c'est vraiment, c'est là où j'atteins le succès. Mais une fois que j'atteins le succès, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Alors, je préfère me dire que voilà, je suis parti, Hmm. je suis parti sur une route qui est ma voie. Et à partir de là, je célèbre en fait chaque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. En fait, l'échec pour moi, c'est pas un échec, c'est une façon, c'est soit j'apprends, soit je réussis. C'est un peu comme ça c'est un peu comme ça que je vois un peu ma vie aujourd'hui. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Un tout petit détail, c'est que pour moi, un succès, c'est une réussite qui peut être ponctuelle. Ça ne veut pas dire que tu as atteint le Graal, tu vois. Mhm. Je veux dire, si tu gravis une montagne, comme tu dis, tu vas monter, tu vas descendre, machin, puis en minute, tu vas te dire, OK, là, j'ai franchi une étape, je sens que tout ça, c'est derrière moi et c'est encore très loin. Pour moi, il n'y a pas de sommet, soyons très clairs. Mais OK, ça, c'est fait, tu vois. Et quand tu m'en parles, j'ai l'impression qu'un de tes plus grands succès, c'est peut-être justement le fait d'avoir pu accepter ces hauts et ces bas et d'avoir ce mindset finalement où en fait, tu prends les choses telles qu'elles sont et tu deals avec. Parce que Mhm. quand je vois, comme tu le dis, tu vois, une carrière d'entrepreneur, que ce soit au petit niveau d'auto-entrepreneur qui fait tout seul, ou que ce soit au grand niveau de multi-entrepreneur qui gère des centaines de personnes, dans tous les cas, c'est des hauts, je vais même dire, c'est des très hauts et des très bas. Mhm. Parce qu'il faut être honnête, il y a des moments où c'est carrément super dur. Et tu as, si je peux me permettre, moi de l'extérieur, 20 ans après, tu es toujours là et tu as toujours faim. Et ça peut être une des grandes réussites que moi, en tout cas, je voudrais t'accorder de l'extérieur. Je trouve que c'est quelque chose qui se dégage et donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Ok, ouais, ouais. Bah, peut-être que après, c'est vrai que en fait, la vie, enfin oui, tu te rends compte que en fait, c'est les autres qui font que ça me permet aujourd'hui d'avancer, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir deux business, et ça, je crois qu'on en avait discuté hein, la dernière fois ensemble, mais le fait d'avoir plusieurs business aussi, ça peut être un désavantage dans le sens où tu es défocus. Et pour le coup, bah, du coup, mais moi, si tu veux, j'en ai besoin parce que ouais, le succès, c'est de pouvoir en fait impacter la vie de plusieurs personnes. Et à partir de là, bah, le fait de pouvoir à la fois accompagner des professionnels et accompagner monsieur et madame tout le monde, si tu veux, pour moi, ça, oui, ça fait partie du succès pour moi. C'est important. Classe. Après 20 ans, tu dis que tu as toujours faim et que tu apprends toujours autant. Comment est-ce que tu apprends? Ouais. On a la chance d'être dans une industrie, hein, l'industrie du fitness, qui a beaucoup évolué Ouais.
et c'est pour ça aujourd'hui que je pense que je suis resté, parce que je me suis posé à certains moments de ma carrière, il y a des moments où j'ai voulu vraiment arrêter, bifurquer ou aller dans d'autres secteurs. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire du coup, mais en tout cas, il y a des moments où… Et à chaque fois, du coup, il y a eu ces changements-là, changements de paradigme. Et du coup, comment moi j'apprends des autres. Pour moi, c'est la plus belle chose que l'on ait, c'est les relations humaines, hein. Et on l'a bien vu avec la période Covid ou autre. Bah voilà, quand tu es chez toi tout seul et tout, tu te rends compte, même si tu as une famille, j'ai un petit garçon aujourd'hui et tout, c'est génial, mais c'est vrai que voilà, c'est le fait de rencontrer les autres, d'échanger avec les autres, qui font que, en tout cas pour moi personnellement, j'avance beaucoup plus vite. Alors après, on n'est pas obligé de le faire en face à face ou toujours à travers des immersions, des masterminds, des séminaires ou autres. Moi, je suis très consommateur de podcasts et j'aime beaucoup lire et je m'enrichis beaucoup du succès ou des échecs des entrepreneurs. J'aime beaucoup lire les biographies ou des choses comme ça. Et moi, mon truc, c'est il faut que tous les jours de la semaine, pendant 1 heure, je prends 1 heure de mon temps chaque jour pour apprendre une nouvelle chose, de lire. Ça peut être lire, ça peut être un podcast, ça peut être un article, ça peut être. Mais j'ai besoin en fait de me nourrir de choses complètement différentes. Tu vois, là, je suis très aujourd'hui dans ce qui se passe avec l'univers de la crypto, des NFT et tout là. Et en fait, c'est un monde en fait qui me fascine. Au début, je comprenais rien du tout. Et tout ça, en fait, ça n'a rien à voir avec mes business, mais il y a quand même il y a certaines choses, en fait, il y a des similitudes. Et j'essaye de toujours me dire, tiens, comment on pourrait mettre ça, comment il pourrait y avoir un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc, c'est cette richesse qui me permet en fait de toujours être curieux, quoi. Je pense que c'est la curiosité qui fait que je garde aussi cette énergie, quoi. Exact. Et figure-toi que j'ai interviewé Julien Pinault qui a aussi une carrière énorme. Et pareil, curiosité, quoi. Le mec, il a 20 X années de carrière aussi. Et il me dit, mais là, je suis en train de lire des bouquins de 1960, 1950 parce que ils avaient compris un truc que nous, on a oublié. Enfin, tu vois. Et pareil, il a faim, quoi. Et je trouve ça fabuleux. Et je pense que finalement, c'est le seul moyen de rester dans le game, comme on dit, tu vois. Pas tellement en termes de… Alors oui, en termes de pertinence, d'une part, mais aussi en termes de motivation personnelle. Parce que le jour où tu arrêtes d'apprendre, pour moi, tu meurs, en fait. C'est le moment où tu commences à mourir, tu vois. Ouais, et un truc qui est assez flippant aussi, c'est que plus tu apprends, plus tu as l'impression de rien, de dire… De rien savoir. Je connais rien du tout. Et en fait, tu vois, c'est ce côté aussi un peu perturbant qui te dit, mais… Ouais, mais non, mais en fait, attends, je vais creuser parce que, attends, je veux pas être ignorant, quoi. Et en fait, je pense que c'est un peu aussi le fil en aiguille. Tu te prends au jeu et c'est pour ça que, voilà. Ouais. Moi, j'ai toujours. En anglais, il y a ce qu'on appelle les rabbit holes. Tu sais, les terriers comme ça. Et en fait, c'est le principe, c'est tu rentres, puis. Et c'est exactement. ça. Et très honnêtement, moi, je dois faire des choix là-dessus parce que je suis hyper curieux de tout aussi. Et tu vois, un jour, je lisais un article sur la Deuxième Guerre mondiale, tu vois. Et en fait, je commence à lire un autre, et puis un autre. Et puis en fait, je me dis, ah ouais, mais en fait. Et à un moment donné, je me dis, OK, sauf que je ne peux pas faire 3 heures sur la Deuxième Guerre mondiale tous les jours. Donc, je vais mettre ça en pause. Parce que là, effectivement, en plus, j'avais un peu de mal à faire des liens avec ce que je fais à côté. Mais quand tu parles des NFT, des cryptos, tu parles de l'immobilier, l'entrepreneuriat de manière générale, les podcasts, machin, c'est tout à fait ça. En fait, tu vas mettre plein de liens ensemble vers ce que tu fais. Et je pense très sincèrement que c'est un skill. Plus tu vas faire des liens, plus les autres vont te venir facilement. Et ça, c'est… Donc, peu importe votre niveau de coaching, de business, de machin, gardez cette curiosité et faites des liens. Et si vous avez du mal à les faire, faites-vous coacher pour les faire. Vous verrez. Parce qu'au fur et à mesure des années, on devient spécialiste. Tu sais, on dit un truc, c'est que les débutants ont toujours du mal à lancer un business. Les gens qui ont des business ont trop d'idées que pour les réaliser toutes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une fois, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai 40 idées de développement de business que j'ai juste soit pas le temps, soit pas les ressources, soit pas le focus pour faire, tu vois. Mais pareil, je pense que ça, c'est sincèrement un skill. J'aime beaucoup ce que tu dis à propos du fait de bloquer du temps pour apprendre. Comment est-ce que tu organises ça concrètement? Parce que ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup, beaucoup d'entre nous.
Alors, aujourd'hui, c'est très simple. Comme j'ai la chance d'être papa là, depuis un petit peu plus de 2 ans. Du coup, moi, c'est 6 heures le matin. Et à 6 heures le matin, de 6 heures il se réveille à 8 heures. Alors, c'est ma petite femme qui s'en occupe. Mais en tout cas, de 6 à 8, tu vois, de 6 à 8, 8h30. Là, tu es tout seul. Je suis tout seul, tu vois, ici, dans mon bureau. Là, je t'envie énormément. Et donc là, oui, je peux, du coup, voilà, je prends ce moment-là, soit voilà, pour écrire du contenu ou soit pour apprendre des choses, pour lire des newsletters, etc. Et après, des trucs très simples, les podcasts, c'est ça qui est fabuleux avec ce contenu, c'est que voilà, quand je vais courir ou autre, dans ma voiture, il y a toujours, même si ça la personne qui est à côté de moi, ma petite femme, à chaque fois qu'elle rentre dans la voiture, parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'avec la voiture, dès que tu rentres dans la voiture, il y a le podcast qui se met directement en route. Tu vois, au même endroit en plus. Donc, à partir de là, bon, je coupe quand elle est là, parce que c'est vrai qu'en plus, j'écoute en x2, donc tu vois, c'est un peu chiant pour les autres parce qu'ils ne captent rien. Mais en fait, il y a plein de moments, il y a plein de moments, du temps mort où on peut écouter des choses, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce casque ou mes petits écouteurs là que je mets dans les oreilles, dès que je suis tout seul, moi, en fait, c'est on, quoi. Ah ouais, tu vois, c'est un truc de fou. Enfin, moi, c'est les Bose, là. Et puis, en fait, bon, après, ça fait vraiment autiste, hein, parce que du coup, t'entends rien du tout, quoi. Donc, à partir de là, bon. Mais oui, t'es dans ton truc. Voilà, après, t'es dans ton truc, tu vois. Et à partir du moment où tu manques pas de respect aux autres, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, je suis d'accord avec toi. Moi, tous mes trajets en voiture, c'est comme ça. Quand je cuisine et que ma famille n'est pas là, c'est comme ça. Quand je vais faire les courses, moi, je suis hop, machin. Je prends toutes les opportunités que j'ai, en fait, pour écouter des trucs et faire des liens et avoir des idées et tout. Et on m'a posé la question, mais comment tu fais pour avoir encore des idées pour ta chaîne YouTube à l'heure actuelle? Mais je dis, c'est l'inverse. C'est comment je ferais pour pas avoir d'idées, en fait. J'en ai tout le temps qui arrive parce que j'écoute un truc sur le powerlifting, j'écoute un truc sur la mobilité des épaules, j'écoute un truc sur les NFT, les cryptos, l'entrepreneuriat. Voilà, ici, j'écoutais un podcast, rien à voir avec le gars, il est coach, préparateur physique de l'équipe des Phoenix Suns, qui est en tête de la conférence Ouest à NBA. Donc, si tu veux, le mec, c'est juste une bête dans son domaine. Tout ce qu'il raconte n'a pour ainsi dire rien à voir avec ce que je fais à la salle, mais je vais pouvoir faire des liens de ouf dans la gestion des gens, etc., etc. Donc, effectivement, garder l'esprit ouvert et le podcast, pour ça, c'est top. Une autre chose, si tu me dis si je me trompe, mais moi, je me suis rendu compte que le matin, c'était quand même beaucoup, beaucoup mieux. Parce que j'ai l'impression qu'on est plus connecté, plus rapide et qu'on a plus de clarté mentale. Est-ce que tu sens ça aussi, toi? Bah, pour moi, oui. Après, je sais que certains, tu vois, ils sont plus, Du soir. plus le soir, par exemple, tu vois. Il y en a. Alors, après, voilà, il faut voir en fonction aussi de notre vie, on va dire, privée. Mais il y en a qui sont plus opérationnels, où j'ai déjà entendu, ou certains. Des auteurs de bouquins aussi, où en fait, eux, ils commencent à écrire à partir de 23 heures et jusqu'à 4 heures du matin. C'est leur moment de génie, en fait. C'est là où l'inspiration arrive. Et auquel cas, voilà, après, c'est intéressant ça. Ouais. Mais c'est à essayer, c'est à observer. Mais par contre, dans tous les cas, ça reste un moment où tu es seul et ça reste un moment où tu es au calme et où tu es focus. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que je pense qu'on oublie de le faire. Et quand j'ai dit que je t'enviais, c'est parce que moi, je faisais ça en fait avant d'avoir notre petit bout. Et en fait, lui, il se lève très tôt. Et du coup, si je voulais ce temps-là, je devrais me lever à 5 heures. Et en fait, sur le principe, moi, je ne suis pas contre l'idée de me lever à 5 heures. Mais le problème, c'est qu'alors, le soir, à 20 heures, tu es cuit. Ouais. Et si tu veux. Oui, alors que moi, Mathéo, il se couche très tard. Donc, en fait, comme il m'attend de temps en temps et tout, il a eu cette habitude de pas se coucher très tôt. Donc, si tu veux, voilà. Ouais, et tu regagnes ce temps-là le matin. C'est cool. C'est cool. Exactement. Ouais, il faut trouver après, voilà, il faut trouver par rapport à sa façon de fonctionner un moment, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Et ça m'amène vraiment à une question tout à fait en lien. Si tu veux, je te vois, tu vois, mener 2 business, avoir ta vie de famille, etc., etc., tu vois. Et du coup, j'ai envie de te demander si tu as des tips de productivité, des conseils, quels qu'ils soient, qui peuvent nous aider. Moi, si je peux prendre n'importe quoi, je le prendrai avec plaisir. Et puis, je pense qu'il y a plein de coachs qui suivent ce podcast qui vont se dire, attends, ça, je n'avais pas pensé et ça peut potentiellement changer beaucoup de choses. Bon,
un truc, c'est déjà, ouais, même si j'ai deux business aujourd'hui, c'est d'être focus parce que dans un business, il y a plein de choses à faire. Tu vois, par exemple, dans mon centre, il y aurait énormément de choses à mettre en place, mais je ne les ai pas mis en place. Je me focus en fait sur des choses qui, selon moi, sont importantes. Donc déjà, être focus sur des éléments clés de notre business. Parce que des fois, je me rends compte en discutant avec des professionnels, c'est que en fait, ils font plein de choses dans la journée, mais en fait, ça n'aide pas leur business en soi. Tu as l'impression que tu brasses de l'air, tu fais plein de choses, mais à la fin de la journée, est-ce que ça a servi réellement tes clients? Est-ce que ça a réellement servi ton chiffre d'affaires? Peut-être pas. Donc ça peut être une astuce. Et la deuxième aussi, c'est d'essayer de regrouper en fait les tâches qui demandent entre guillemets la même énergie, tu vois. Au lieu de faire, je sais pas, un petit peu de comptabilité tous les jours, tu te bloques 1 heure ou 2 heures et tu fais que ça. Tu vois, moi par exemple, la création de contenu, voilà, je sais que pendant 2 heures, j'ai écrit mes emails de la semaine ou mes articles de la semaine si j'ai des articles, etc. Donc regrouper en fait en tâches. Tu vois, si tu as besoin de. On parlait tout à l'heure il y a des moments où peut-être qu'on est plus productif, où on a plus d'imagination ou autre. Voilà, réserver ces plages horaires-là pour créer du contenu de valeur, créer de la matière en fait. Et à partir de là, tu regroupes ces tâches. Au lieu d'écrire un article ou un email ou une vidéo, tu vois, YouTube, et de la faire un petit peu tous les jours, non, tu te bloques. Voilà, se mettre des deadlines aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien, et c'est pour ça aussi que j'aime le CrossFit, le timer et tout. Mettez un timer. Et vous allez voir qu'après, si vous avez un petit peu cet esprit-là, vous vous dites, voilà, l'objectif, c'est, je ne sais pas, faire une vidéo, voilà, ou scripter une vidéo. Il faut que ça me prenne 1 heure. Bon, à partir de là, tu mets ton timer et tu dois respecter ce timing-là. Et plus on va se mettre un temps limite, plus on va réussir du coup à atteindre cet objectif-là. C'est super intéressant ton idée de timer, et parce qu'en fait, il y a cette phrase qui est tout à fait réelle, c'est que le travail que l'on a va s'étirer en fonction du temps disponible pour le réaliser. Et donc, ça veut dire que si tu as c'est la loi de Parkinson, ça, je crois, qui t'expliquait que c'est la loi de Parkinson. Parkinson, c'est 80-20. En Pareto, c'est 80-20. Tu as raison, c'est la loi de Parkinson, exactement. Ouais. Et c'est ça, c'est un peu le système en fait du quand on est salarié où on fait son job. Si on disait à la personne, et on l'a bien vu, je pense, avec le télétravail, si on dit aux gens, en fait, tu peux partir quand tu veux, il faut que tu fasses en fait ton job. Mais il faut que tu aies fini ça, ouais. J'en suis absolument persuadé que la plupart des gens, tu vois… ils feront des demi-journées, hein. C'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Oui, mais c'est un peu comme moi, je prends souvent cet exemple-là, c'est qu'à l'époque, quand on me donnait une dissertation où il fallait rendre quelque chose 1 mois après ou 2 mois après à l'école, au lycée ou autre, tu dis super, j'ai 2 mois pour le faire, j'ai le temps. Ok, ça passe, et puis en fait, tu te rends compte que la veille, tu n'as toujours pas commencé, quoi. Et forcément, la veille, tu te mets le soir, tu te mets à 18h sur ton projet, et puis tu le boucles, oui, peut-être à 3h ou 4h du matin, mais en fait, tu l'as fait en une soirée, une nuit, quoi. Alors que ça faisait 2 mois que tu l'avais fait. Tout simplement, ça veut dire que quand tu as une deadline qui est là, tu n'as pas d'autre choix que de le faire, quoi. C'est ça, je suis entièrement d'accord. Et donc, ça veut dire que si vous avez tendance, par exemple, à écrire un programme en 1h15, essayez de le faire, essayez de mettre un timer sur 1 heure et puis essayez sur 45 minutes peut-être. Alors, le but, ce n'est pas de bâcler le travail, d'accord? Donc, le but, c'est d'avoir la même qualité en moins de temps. Mais effectivement, le timer, c'est top. Et du coup, vous mettre dans un état de flow. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, ça veut dire que moi, une des choses que je préfère, c'est être face à mes 2 écrans avec ma musique, ma souris et un truc à boire. Et là, je suis parti, quoi. Et là, tu m'oublies, je ne suis plus là, en fait. Ma femme, parfois, elle arrive, elle toque et elle voit que elle me dit, mais tu reviens d'où, en fait, tu vois? Mais j'étais parti super loin dans ma tâche. Mais là, par contre, c'est un état de flow, c'est un peu un état de grâce, tu vois? Tu te sens, ça coule, ça envoie, machin et tout. Et ça, le timer, moi, je me suis rendu compte que ça m'aidait aussi à le faire. Alors, j'aime aussi pouvoir travailler sans fin sur un projet très complexe. Mais quand j'ai une tâche vraiment, et particulièrement une tâche que j'ai tendance à procrastiner, le fait de mettre un timer, ça va non seulement me booster à la faire plus vite, mais en plus, ça va me dire, OK, il y a une fin. Alors que, tu vois, moi, par exemple, les papiers, les machins, ce n'est pas trop mon délire, tu sais, comme beaucoup d'entrepreneurs. Moi, à la base, je suis coach, je ne suis pas administratif ou comptable. Et le truc, c'est que je me dis, OK, maintenant, 90 minutes, musique, go.
tu vois. Et surtout, je me dis, OK, dans 90 minutes, c'est fini. Mhm. Et ça, l'air de rien, ça fait aussi du bien sur des tâches un peu plus ingrates, qui sont pourtant nécessaires parfois dans le business. Et j'ai juste envie de soulever un point. Tu parles de focus sur les éléments clés et tu parles de batcher les choses. Et il y a une chose que tu as dite, c'est est-ce que ça sert mes clients ou est-ce que ça sert mon CA? Et ça, je trouve que c'est une phrase que vous devez tous retenir en fait. Tu dois juste la poser là et dire à chaque fois que tu fais un truc, est-ce que ça sert mes clients ou est-ce que ça sert mon CA? Parce que, et de toute façon, en général, Et si en ça, soi, si tu disais, est-ce que ça sert mes clients? Intrinsèquement, si ça sert tes clients, ça va servir ton chiffre d'affaires. Voilà, exactement. Plus vous apportez de valeur, mieux vous allez gagner votre vie. Mm. C'est indiscutable. Et du coup, tu vois, j'ai interviewé aussi Loïc, qui a aussi une box qui est bien, bien implémentée. Et je lui ai posé la question selon toi, c'est quoi les choses, justement, ces éléments clés dans une salle, on va dire une salle de CrossFit parce que ça touchera une bonne partie de mon audience ici. Dans une salle de CrossFit, tu dirais que c'est quoi les 1, 2, 3, 4, 5 focus? Tu dis, OK, là-dessus, vous devez mettre du temps et de l'énergie, quoi. Là-dessus, vous devez mettre des ressources, un maximum. Bah, en un, pour moi, c'est le service. C'est OK? qu'est-ce que tu apportes, quels sont les éléments de ton service. Donc, ça peut être, bah voilà, j'ai un business, bah, une box, j'ai sans doute du coaching de groupe. Donc, apporter la meilleure expérience possible dans mes coachings de groupe. Donc là, à l'intérieur, ça nécessite pas mal de choses, hein. Si on a des coachs, il y a de la formation en interne. Enfin bref, il y a tout ça. Donc, avoir la meilleure offre possible. Et à partir de là, du coup, après, c'est de se concentrer sur la conversion, c'est-à-dire comment je vais faire pour que les gens deviennent clients. Et également, ce que j'appelle la phase d'acquisition, c'est comment je vais faire pour que les gens s'intéressent à ma box de CrossFit, quoi. Donc, y a tout ce funnel-là. Acquisition, donc trouver des prospects. Quand ils ont vu, je ne sais pas, notre publicité ou autre, comment je vais faire pour qu'ils prennent un rendez-vous avec nous. Et à partir de là, une fois qu'ils ont pris rendez-vous avec nous, comment je vais faire pour qu'ils deviennent clients. Et à partir de là, une fois qu'ils sont devenus clients, c'est comment je fais pour les garder le plus longtemps possible. Donc ça, c'est mon service et ma capacité justement à leur permettre de fidéliser, quoi, tout simplement. Acquisition, conversion, fidélisation. C'est vraiment, c'est ça, quoi. Comment est-ce que je suis plus connu? Comment est-ce qu'on entend plus parler de moi? Comment est-ce que ces personnes-là ou une partie de ces personnes-là deviennent clients réellement, donc prennent un abonnement chez moi? Et comment de ces personnes-là, je fais des fans, en fait? C'est ça l'idée. Il faut que ces Ouais, gens-là c'est deviennent le des fameux, fans, quoi. le fameux funnel entonnoir voilà, et chaque, on va dire, chaque élément a des concepts à l'intérieur où on pourrait vraiment en discuter pendant de longues heures, quoi. Exact. Et donc, toi, c'est vraiment là-dessus. Tu dis, un, je fais du service de top qualité et deux, je me focalise sur mon entonnoir, mon funnel, comme on dit, quoi. Ouais, parce que euh, si tu as un service qui est pourri, si tu veux, tu peux faire des super publicités Facebook, tu peux avoir un super vendeur ou toi, tu peux être un très bon vendeur. Le problème, c'est que voilà, si tu as un service, excuse-moi du terme, de merde, voilà, les gens, ils vont pas rester et ça va t'apporter un mauvais bouche à oreille et ça va pas porter ses fruits. Donc, moi, je me suis toujours, enfin, au début, moi, je suis avant tout technicien, hein. Moi, je suis un homme du terrain. Je suis comme la plupart des gens qui rentrent dans ce métier. Je suis avant tout un coach et un amoureux des gens et un passionné. Donc, à partir de là, pour moi, ma première valeur ajoutée à l'époque, et ça l'est encore, c'est mon service, quoi. C'est sur ça. Après, on peut toujours s'améliorer. Voilà, la preuve, hein, moi, j'étais pas du tout fait pour donner des conseils en vente, en marketing, en business ou autre. Donc, tout ça, ça s'apprend si tu veux. Par contre, voilà, avoir un excellent service, et on en a parlé un petit peu avec le coaching holistique ou autre, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire de ce côté-là. Et la Ouais. preuve, c'est qu'aujourd'hui, et moi, c'est ça ma plus grande frustration, c'est que oui, il y a de plus en plus de clubs. Il y a des structures qui se sont développées comme les box, comme des studios, des choses comme ça. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes en surpoids obèses, quoi, tu vois. Ouais. Et la réalité, c'est que c'est un constat d'échec, hein. Enfin, faut dire, Clairement. je veux Clairement. dire, le fitness, bon, ouais, on essaie de faire les choses, mais ça marche pas, tu vois. Ça marche pas. Alors, je dis Non, pas que c'est à grande entièrement. échelle, non, non, mais à grande échelle, ça marche pas. Je suis entièrement d'accord. Je suis Donc, entièrement d'accord.
Voilà. Ouais, Il y a encore, et c'est ça aussi, tu vois, on parlait tout à l'heure de pourquoi je suis encore motivé, parce qu'il y a encore tellement de choses à faire. Ouais, je suis d'accord. C'est ça que je t'expliquais. Pour moi, c'est une montagne ou un chemin sans fin. Et c'est génial parce qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice et il faut surtout continuer à le faire, même quand c'est difficile. Et du coup, tu gardes ce feu sacré, on le sent très, très fort. C'est quoi pour toi allez, la suite ou le next step, comme on dit? C'est quoi le pas d'après pour toi, Andy? Le pas d'après, c'est de continuer à essayer d'apporter en fait ma vision des choses. Je pense très sincèrement que l'on prenne ou non mes accompagnements ou autres, c'est simplement je pense que, et c'est pour ça que je me dirige de plus en plus vers les professionnels, parce que moi, à titre perso ou dans mon club, je vais pouvoir aider ma région dijonnaise, mais je ne vais pas pouvoir impacter énormément de personnes. Tu vois. Moi, je veux un centre, enfin, je veux des centres à taille humaine et tout. Donc, voilà, je ne veux pas ressembler à des clubs dont j'ai été manager où il y avait 2 000 à 3 000 personnes, parce que c'est compliqué de faire ma qualité de service avec autant de monde. Ou en tout cas, je n'ai pas encore trouvé le truc. Et du coup, je me dis que en impactant la vie de business des professionnels, du coup, en soi, je vais pouvoir impacter intrinsèquement un tout petit peu, mais à ma façon, d'autres personnes partout dans le monde. Et c'est ça qui est assez, pour moi, qui me satisfait beaucoup et qui me rend heureux. Et je pense que tu vois, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Donc, c'est hyper inspirant et je veux juste te dire que je partage entièrement ta vision et c'est un peu le truc que moi je veux faire avec la formation des coachs. Moins sur la partie business, etc. Hein. Moi, c'est moins vers là que je me dirige. Mais je pense comme toi, en fait. Je pense que quand j'impacte une personne en personal training ou que je forme des coachs, c'est sûr que j'ai un impact qui est plus profond sur la personne en personal training, mais j'ai un impact beaucoup plus vaste quand je forme des coachs. Donc, je te rejoins complètement et on a besoin de gens comme toi pour driver ça parce qu'effectivement, on est factuellement en train de perdre la guerre contre l'obésité et l'anxiété, je pense. Et il faut qu'on continue à se battre parce qu'il y a moyen de faire beaucoup, 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 beaucoup mieux que ce qu'on fait jusque-là. Ouais, c'est les enjeux en fait de demain, je pense, quoi. On pensait être sorti de la Covid, maintenant il y a la guerre en Ukraine, en Russie. Il y a toujours des trucs qui fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que notre métier, même s'il n'est pas reconnu aujourd'hui à sa juste valeur, je pense qu'il y a encore des choses essentiel. Ouais. C'est bien et c'est motivant. Et pour clôturer, j'ai 2-3 petites questions et qui vont être bien en lien avec ce que tu m'as dit aussi. La première, c'est, tu parlais beaucoup de podcasts, de biographies, etc. Est-ce que tu as des recommandations pour nous? Au moins une ou deux. Ouais. Allez, vas-y, envoie. Non, mais la biographie, je vais rester on va dire dans l'univers du fitness, du coup. La biographie de Arnold Schwarzenegger qui est... Ouais. Parce que si on s'arrête à un mec qui a que des muscles, effectivement, c'est assez réducteur, je trouve. Et moi, je connaissais pas trop son parcours, mais on me l'a recommandé. Et c'est un big pavé, hein. C'est un big pavé, mais ouais. Là, moi, je l'ai écouté. C'était ouf. Franchement, j'ai vraiment aimé. Ouais, c'est incroyable. Donc après, voilà, toutes les biographies sont. Tu vois, là, j'ai commandé celle de. Je crois que c'est celle de Tiger Woods, je crois qu'il y a… Non, celle de Will Smith, là, que j'ai commandé et que je vais recevoir. Et apparemment, c'est un… Non. Il paraît que c'est une tuerie. Je ne l'ai pas eu, mais il paraît que c'est génial. Donc, mais bon, commencer par Arnold Schwarzenegger, ça peut être pas mal. Même si vous êtes réfractaire au bodybuilding ou autre, vous allez voir, c'est un parcours énorme. Et quand on veut quelque chose, on peut l'avoir, la preuve. Après, podcast, il y a plein de choses. L'un des premiers, moi, c'était Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, qui il interviewe des entrepreneurs dans des univers différents. Il y a des sportifs également, il y a des acteurs, des choses comme ça, mais c'était plus tourné entrepreneuriat, start-up ou autre. Et bon, voilà, ça c'est le podcast que on va dire que j'écoute régulièrement, quoi. Génération Do It Yourself. Ouais, Génération Do It Yourself.
qui est c'est un des plus grands podcasteurs, un des plus grands podcasteurs en France, du coup. Je crois qu'il a 500 000 écoutes par mois. Non, c'est un gros podcast, ouais. Ouais. Podcast francophone. Ça, c'est du costaud. Merci pour les recommandations. Je viens de prendre les notes, en fait. La phrase que tu voudrais dire à un coach qui veut garder le feu sacré et développer ses activités comme toi? La phrase que je lui dirais, celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Parfait. Game. Et là, c'était très, très bien. Et du coup, la formation ou les formations que tu lui recommanderais par-dessus tout? Je ne recommanderais pas une formation. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une formation d'une vie, en fait. Tu vois, il va lire, tu vois, il va lire un article, il va se former. En fait, on parle depuis tout à l'heure de curiosité ou autre. C'est voilà, apprends. Ok, de la formation continue, moi j'appelle ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, et souvent on me dit, est-ce que tu as été content d'une formation ou un tel? Et je dis, mais moi, je suis content. Enfin, à chaque fois que j'achète, je suis très consommateur. Je suis un bon client de formation. Pareil. Et souvent, on me dit, mais ouais, alors, tu vois, on me dit, ouais, j'ai pas aimé ça ou j'ai pas. En fait, moi, j'essaye de pas me concentrer sur les choses que j'ai pas aimées. Je trouve toujours quelque chose de. Moi, je suis un bon client de n'importe quelle formation. Et tout simplement parce que quand tu évolues, il y a des choses il y a des redites forcément parce que il y a surtout en business ou même en entraînement. Enfin, moi, quand je faisais des formations d'entraînement fonctionnel, il y a des choses qui s'entrecoupent, même si chacun a des visions différentes. À un moment donné, il y a des choses qui s'entrecoupent. Donc, tu pourrais dire, il m'en prend rien de tout. Mais en fait, des fois, tu viens pour les 5 minutes où simplement on a discuté ensemble. Tiens, j'ai appris à te connaître. On a discuté, on a bu un café ensemble. Tu m'as dit un truc. Et en fait, j'ai gagné ma journée ou mon week-end parce que, tu vois, c'est ces petites choses c'est la somme des petites choses qui fait que on grandit, quoi. Et on en apprend, je veux dire, on en apprend tous les jours, quoi. Si vous vous mettez, en fait, dans une vision d'apprentissage continu, mais en fait, vous allez voir la vie d'une autre façon, quoi. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu ne sais rien, tu as l'impression que tu sais tout. Par contre, quand tu commences à comprendre certaines choses, là, tu te dis, waouh, mais attends, là, je viens de piger un truc, mais en fait, je connais rien du tout. Donc, il va falloir que je creuse le truc. Et c'est là où tu amènes, comme tu disais, j'ai tellement de sujets que j'aurai même pas toute une vie pour faire les vidéos parce que, oui, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses, plein de thématiques. Ouais, je pense comme toi, je pense qu'à partir d'un certain niveau d'apprentissage, en fait, on sait ce qu'on sait, mais on sait surtout qu'on ne sait pas grand-chose. Après, c'est un truc qu'on n'a pas parlé aussi. Passionnant, un truc que je dirais aussi à tous les professionnels, c'est pour moi, la création de contenu, c'est quelque chose qui va à la fois vous faire grandir personnellement et surtout aussi, ça va vous servir aussi au niveau de votre business parce que vous allez être davantage visible. Et je pense que toi, qui crée aussi pas mal de contenu, c'est ça, c'est le fait de créer du contenu, ça t'apporte en fait de nouvelles idées, quoi, tu vois. Complètement, et du feedback. Parce que quand tu fais une vidéo ou quand tu as des gens qui commentent et du coup, tu dis « Ah, mais ça, ils n'ont pas compris. Ah, ou ça, ils ne le voient pas comme moi. » Et effectivement, et quand tu dis création de contenu, c'est cool. Du coup, on va faire une petite parenthèse rapide là-dessus. Si je suis… OK, on va prendre 2 exemples. Si je suis auto-entrepreneur, coach qui fait, tu sais, genre un peu des WOD et un peu du personal training, et si je suis owner de box, je commence par où dans les 2 cas? Ça peut être différent, évidemment. En fait, par ta passion, parce que ce que tu as envie, en fait, que les gens comprennent, tu vois. Si je ne sais pas, si tu es spécialisé dans la femme enceinte, n'importe quoi, en fait, commence à parler de ça, quoi. Tu vois, tu commences… En fait, la création… Instagram, YouTube, Facebook, email, blog, tu recommandes quoi, toi? En fait, il y a… Le médium, en fait, le médium importe peu. C'est en fait, il faut démarrer quelque chose, tu vois. Il faut éviter aussi de s'inscrire à toutes les plateformes parce que de toute façon, tu ne pourras pas être sur toutes les plateformes parce que chaque plateforme a des codes très précis. Donc, tu te focuses. Voilà, on se dit YouTube. Voilà, là, c'est YouTube. Du coup, c'est la vidéo. Et à partir de là,
ta première vidéo, elle va être pourrie de toute façon. Ne t'inquiète pas. Il y a que il y a que toi et puis 2 personnes de ta famille qui vont voir la première vidéo. Donc, de toute façon, c'est pas très grave. Et en fait, j'ai l'impression, et ça a été le cas aussi pour moi au début, c'est que forcément, quand tu crées du contenu, quel que soit, si c'est de l'écrit, si c'est de la vidéo ou de l'audio, de toute façon, généralement, on s'expose en fait. Et c'est aussi ça un peu le problème, c'est qu'on s'expose aux autres. On s'expose à avoir, entre guillemets, les haters, là qu'on appelle les haters, qui te mettent en fait des commentaires un peu désagréables. Et en fait, on a peur de ça. On a peur du jugement des autres. Et à partir de là, on n'ose pas. Alors que tu prends ce qui te plaît le plus et tu commences à parler de ce qui te plaît, de ce que tu peux voir avec dans une box CrossFit, de ce que tu peux voir avec certains de tes clients, que ce soit un coach, c'est la même chose. Tiens, il y a une personne qui est venue me voir, je ne connaissais pas du tout la thématique, mais et en fait, au fur et à mesure, tu vas trouver aussi ton angle d'attaque, ton angle d'approche, ta façon de parler, etc. Mais ça ne vient pas, tu vois, ça ne vient pas en claquant des doigts. Enfin, je pense qu'il t'a fallu un peu de temps pour être à l'aise en vidéo. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quand je revois certaines pas si vieilles vidéos, j'ai un peu honte. Mais tant mieux. On dit que si vous n'avez pas honte de ce que vous avez fait avant, c'est que vous ne progressez pas. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a un truc par rapport à ça. On me dit, moi, je te rejoins complètement. Et pour le choix de la plateforme, je me permets d'émettre une suggestion qui est aller là où vous êtes à l'aise. Et en général, vous serez à l'aise là où vous consommez le contenu. C'est-à-dire que moi, YouTube, je te le disais, YouTube, c'est mon truc, quoi. YouTube, je passe ma journée sur YouTube, tu vois. Et donc, forcément, ça correspond à mon délire, tu vois. Il y a des gens qui sont beaucoup plus consommateurs d'articles, de livres, vraiment d'écrits. Il est très probable que ces gens-là soient plus à l'aise à l'écrit. Et dans ce cas-là, vous faites un blog, vous faites un Tumblr, je ne sais pas si ça existe toujours, mais vous faites des longs formats sur Facebook, ça marche très bien. Il y a moyen faites un blog, le blog c'est bien pour le SEO de votre site, donc c'est pas mal. Exact, faites un blog, c'est une très bonne idée, surtout si vous êtes bon à l'écrit. Je suis entièrement d'accord. Allez là où vous êtes à l'aise et parlez des choses qui vous passionnent. Il y aura de toute façon des gens intéressés. Et très honnêtement, je crois qu'en termes de visibilité, de masse, dis-moi si je me trompe, mais à mon avis, j'en ai un peu plus que toi. Et franchement, il n'y a pas tellement de haters en fait. En vrai, en pourcentage. Ah bah non. Non, mais en fait, sur 100 commentaires, tu vois, tu vas avoir un mec qui n'a pas regardé la vidéo, mais qui t'assassine. Et en fait, toi, ton focus, il ne va pas être sur les 99 super commentaires, il va être sur celui-là et ça va te bouffer en fait la soirée ou la journée si tu le lis le matin, quoi, tu vois. Le biais de négativité, n'est-ce pas? Un peu humain, quoi, tu vois. C'est un peu le problème de se dire, punaise, moi, je fais ça pour aider les autres, pour aider ma communauté et je me prends une baffe. Alors après, voilà, avec, tu apprends aussi, hein, tu vois, forcément. Au début, ça te fait mal et puis au fur et à mesure, tu essayes de dégager de tout ça, quoi. Je suis d'accord avec toi et moi, une des choses qui m'aide beaucoup, en fait, c'est toujours de me dire, d'abord, je réfléchis à ça, je me dis, OK, donc j'ai eu 1 commentaire négatif et 10 commentaires positifs. Et en fait, moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est si j'ai aidé une personne, si je l'ai aidée vraiment, si elle a trouvé quelque chose d'intéressant dans ma vidéo, s'il y en a 9 autres qui n'aiment pas, je m'en fous, en fait, parce que j'ai aidé une personne et c'était ça le but, en fait. Tu vois? Et moi, j'ai aidé cette personne-là. Et la plupart des gens qui vont venir mettre des dislikes à mes vidéos, à mon avis, ils sont moins dans cette démarche. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas toi, mais moi, je passe pas mon temps à aller mettre des dislikes sur les vidéos ou des commentaires négatifs. Tu vois, j'ai pas que ça à faire. Donc, l'idée, c'est que la plupart du temps, c'est de l'énergie négative dont on veut se séparer, quoi. Ça, c'est vraiment super important. Et je le redis, en plus, en termes de pourcentage, c'est insignifiant. Et si je peux juste faire une petite anecdote là-dessus, il faut que tu saches que moi, à une époque, on rigolait beaucoup avec une partie de mon équipe. Parce qu'à chaque fois que je sortais une vidéo, dans les 15 minutes, j'avais un dislike. Mais genre tout de suite, tu vois. Et on était persuadés qu'il y avait un mec qui suivait mes vidéos juste pour mettre des dislikes dessus, tu vois. Okay. Et on se disait, en fait, le mec, il nous fait juste du référencement et il ne se rend pas compte, en fait, tu vois. Il nous rend juste service, quoi. Et voilà, c'était la petite anecdote. Il faut essayer vraiment de prendre du recul et de le prendre avec le sourire autant que possible. Mais je te rejoins à fond et je suis content que tu aies insisté là-dessus parce qu'en plus, je sais que toi, tu crées énormément de contenu aussi, l'air de rien, puisque je pense, dis-moi si je me trompe, mais tu envoies des mails quotidiens ou quasi quotidiens. Ouais, des emails. Et puis, après, moi, j'adore les conférences ou les webconférences, les webinaires ou autres. En fait, moi, ça a été toujours
ça a fonctionné au début et du coup, c'est resté l'une de mes stratégies. Apporter de la valeur aux autres de toute façon, que ce soit voilà, dans n'importe quel type de business. Je pense que à un moment donné, ça apporte que des choses positives, quoi. Si tu apportes des choses, si tu apportes des choses positives aux gens, à un moment donné, tu vas avoir un retour. C'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. D'où cette phrase que tu disais, si je me focalise sur améliorer la vie de mes clients, mon CA va forcément venir avec, quoi. On a Il est temps de te remercier pour ton temps, pour ta disponibilité et pour toutes ces pépites que tu nous as données. Parce qu'avec le recul que j'ai sur la carrière d'un coach et d'un owner d'une salle et de quelqu'un qui crée du contenu, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de ce podcast. Si vous n'avez pas pris de notes, réécoutez-le parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Andy, je te remercie beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, en savoir plus sur ton travail? Sur mon site andypoiron, toutattaché.com. Voilà. Parfait. Il y aura tout ce que vous voulez là-bas. Je vous mettrai bien sûr ça en lien dans la description. Merci beaucoup, Andy. Avec plaisir. Merci Jacques en tout cas, et puis merci à tous. Au plaisir.